Bonjour et bienvenue à l'épisode 206 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable et durable de vos organisations. La littérature francophone en matière d'agilité n'est pas aussi riche que celle en langue anglaise, on s'en doutait. S'il y avait eu un Français ou un francophone parmi les signataires du Manifeste Agile, ça se saurait. Non pas qu'il n'y ait pas d'excellents agilistes de langue française, bien au contraire, les éditions montréalaises de l'Agile Tour sont souvent parmi les plus achalandées. Mais il y a des auteurs importants qui ont très bien écrit sur l'agilité en français. Je pense à Olivier Badeau et son ouvrage Théorie de l'entreprise agile en 1998. Je pense aussi à ceux de Claude Aubry ou de Mathieu Boisvert et de Sylvie Trudel. Et surtout, je veux mentionner les ouvrages de Véronique Messager sur le management de projets agiles et sur le management des équipes agiles. Mais pour sortir de l'agilité au sens développement logiciel du terme, les ouvrages de Jérôme Barran restent fondateurs. Nous tentons toujours d'aller au plus près des sources, ne serait-ce que pour explorer comment leur pensée s'est formée et a évolué au cours du temps, au fil d'un contexte en constant changement et face à l'apparition de nouveaux concepts. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de nous entretenir avec M. Barran pour justement lui poser des questions sur l'environnement actuel, sur le monde VICA et sur l'agilité managériale. Jérôme Barran a été professeur et consultant à Grenoble École de Management de 1989 à 2023, où il a fondé l'Institut d'agilité des organisations. Spécialiste en agilité, en prospective, en stratégie et en coaching stratégique de dirigeants, il est le co-créateur d'Agiloa en 2009 avec son Agile Profile, en plus d'être l'auteur du livre intitulé Le Manager Agile et co-auteur avec Jocelyne Deglen du livre Développer l'agilité dans l'entreprise, deux lectures passionnantes sur l'agilité en organisation. Aujourd'hui conférencier et intervenant en formation professionnelle et initiale, il accompagne depuis 40 ans les dirigeants, les équipes et les organisations dans les changements stratégiques, culturels et organisationnels. M. Barran détient une maîtrise en économétrie de l'Université Paris 1 La Sorbonne et de l'Université Paris 9 Dauphine, ainsi qu'un doctorat en génie industriel de l'École centrale de Paris. Bonne écoute! Bonjour, M. Barran. Bonjour. Monsieur Barran, vos livres ont maintenant un peu plus d'une décennie. J'ai quelques questions qui s'y rapportent que je voudrais vous poser. La première, c'est celle-ci. Une des prémices importantes derrière les concepts que vous y développez, c'est que nos sociétés et les technologies changent et que les organisations et les entreprises doivent s'adapter, doivent suivre ces changements-là. Selon vous, là, dans les quelques dernières années, qu'est-ce qui a le plus changé ou qu'est-ce qui vous a marqué ou qu'est-ce qui vous continue de vous marquer, là, même en ce début 2025? Je crois que tout a changé, mais principalement, moi, c'est tout ce qui tourne autour des technologies de l'information. Oui. Et que l'IA, récemment, évidemment, ça bouscule complètement toutes nos organisations et nos activités. Je pense que la géopolitique est un enjeu majeur et alors, très récemment, avec le nouveau président américain, je pense que ça n'a pas fini de bousculer beaucoup de choses, et pas seulement sur le plan géopolitique mondial, mais aussi sur le plan économique. Oui. Et puis, je pense quand même que niveau comportemental, qui est un peu un de mes dadas, je crois que la créativité est un champ qui a beaucoup bougé aussi ces derniers temps. Oui. Voilà, et je pense que les entreprises, enfin bon, il y a un milliard d'autres choses qui ont changé parce que tout change en permanence. Le Oui. monde d'aujourd'hui n'a Oui. plus grand-chose à voir avec le monde d'il y a 20 ans, encore moins avec évidemment tout ce qui a précédé. Et puis, on a l'habitude de dire que les produits d'aujourd'hui n'existaient pas en majorité il y a 5 ans. Voilà, donc tout change en permanence, oui. Oui. Et dans les entreprises et les organisations, qu'est-ce qu'il y a, dans votre expérience, qu'est-ce que vous avez vu le plus changer au niveau de la façon dont des collectifs se structurent et s'organisent pour produire justement des produits ou des services? Je pense que au niveau des méthodes de production, il y a eu de grandes transformations.
Je pense que méthode de management de projet, évidemment avec les méthodes agiles, ça a aussi Oui, énormément changé. oui, De manière générale, je pense que ce qui s'est le plus développé, c'est la coopération. oui, C'est la manière de travailler ensemble, c'est le constat qu'on ne peut plus rien faire seul, qu'on a toujours besoin d'un partenaire, de plusieurs partenaires. oui. On est obligé de faire ensemble. Je crois que c'est ça qui a le plus été modifié, oui. Ouais, et dans cette coopération, est-ce que, on peut l'exprimer dans le terme de frontière entre l'entreprise et son environnement externe, donc ses fournisseurs, ses partenaires? Ou est-ce que, parce que cette intégration verticale, on n'en voit plus, autant qu'on en voyait sans doute il y a 60 ou 70 ans, ou c'est dans la manière de transiger? Qu'est-ce qui, dans cette ou est-ce que c'est dans les méthodes de management pour permettre cette coopération? Alors, je crois dans les méthodes de management, bien sûr, mais il y a très longtemps, enfin oui, j'aurais même pu dire quand c'était, j'ai contribué à un ouvrage collectif qui s'intitule, je me souviens plus du titre exact, mais grosso modo, il y avait l'entreprise élargie à l'intérieur. Ouais. Moi, ma conviction intime, hein, profonde, c'est que l'entreprise verticale, intégrée, Mmh. horizontalement, dans tous les sens, tout ce que vous voulez, pour moi, Ouais, elle a pas d'avenir. ouais, Et je pense que j'ai cette idée depuis très, très longtemps et je trouve que les choses tendent à montrer que j'ai plutôt eu raison et plutôt raison. ouais, Bon, c'est ouais, ouais. facile à dire maintenant après coup, hein, c'est sûr. Mais je crois à l'entreprise élargie. Je crois au fait que, une entreprise va être obligée de se spécialiser. Chaque entreprise va se spécialiser, mais pour Ouais, pouvoir sortir des choses, elle va devoir s'allier avec d'autres dans d'autres entités. C'est pour ça que l'image en agilité du banc de poisson, pour moi, est très pertinente. Et je crois que c'est ça qui est une des plus grandes transformations aussi récentes, c'est le fait d'accepter de travailler avec d'autres et de travailler sur cette notion d'entreprise élargie. Et ça va jusqu'au salarié, quoi. Le ouais, salarié, peut-être que demain, il n'existera plus, parce qu'il n'y aura plus que des auto-entrepreneurs qui contribueront à un, deux, trois, quatre projets en même temps, ouais. avec un groupe, un deuxième, un troisième groupe d'entreprises. C'est un peu, je trouve, la tendance, on va dans cette direction-là. Ouais, ben, c'est justement, ça amenait ma question suivante. Qu'est-ce qui a changé chez les dirigeants pour justement permettre cette formation d'écosystème? Thomas Friedman, dans un article du New York Times hier, démontrait le très bel écosystème pour la production de puces informatiques très développées, avec les designers, les fabricants de machines. Enfin, il y a tout un écosystème assez complexe et interdépendant. Qu'est-ce qui a changé chez les dirigeants pour permettre cette collaboration ou cette coopération-là? Alors, on va distinguer les grandes des petites entreprises. Ouais, Vous savez, alors moi j'aime bien comparer, j'aime bien être bien un peu concret, mais avec des comparaisons un peu amusantes. Si on prend ouais. un bateau, vous prenez un gros tanker super pétrolier énorme, Mmh. voilà, qui va se promener sur la mer, et puis il va croiser, ou pas loin de lui, il y a des plus petits bateaux, des petits voiliers, des petits hors-bord, etc. Mmh. Puis le temps commence à se gâter. Ouais, Le petit bateau, lui, va réagir tout de suite. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait des vagues, et un vent un peu plus fort et des vagues un peu plus fortes pour qu'il commence à se dire: «Ouais, il y a des choses qui doivent changer». Et le petit bateau, comme il a beaucoup d'humilité, ben, il va aller se cacher, il va se ranger très vite dans un coin un peu plus calme. mmh. Il va éventuellement appeler au secours, il va peut-être s'associer à d'autres, et ça a changé très tôt dans les entreprises, dans les petites entreprises. Et le dirigeant, Ouais, il a gagné en humilité, il s'est rendu compte que l'important, c'était pas, de gagner toujours plus, c'était d'arriver, ouais, c'était de rester en vie. Voilà, et je crois que les toutes petites entreprises, elles ont compris ça tôt. Les moyennes entreprises ont compris ça un peu plus tard, mais je pense que ça y est, elles ont compris. ouais. Je pense que dans les grands groupes, certains managers intermédiaires l'ont compris. Tout en haut, je suis pas sûr qu'ils l'aient encore Ouais, ouais. compris. Ah, Autrement dit, je pense que c'est, l'humilité, individuelle et l'humilité stratégique, qui ont, je crois, permis, cette transformation dont on parlait à l'instant. ouais. Et qu'est-ce qui fait que chez les collaborateurs ou sur ces premières couches de managers qui ferait qu'ils aient adopté des postures
qui facilite cette coopération? Est-ce que c'est essai et erreur ou est-ce que c'est vraiment un changement dans l'éducation ou dans les valeurs ou est-ce qu'il y a, vous décelez quelque chose de particulier qui favoriserait ça chez certaines, parlons à la limite, allons darwinien, est-ce qu'il y a une forme d'évolution vers des postures plus facilitatrices à la collaboration ou à la coopération? Mon discours à moi, c'est de dire que c'est le contexte qui vous fait changer. Ouais, En fait, à l'origine, l'être humain, il est complètement là-dedans. Il a très bien compris qu'il peut pas s'en sortir sans ça. ouais, Il peut pas s'en sortir sans comprendre ce qui se passe autour de lui et essayer d'anticiper les risques et puis lui-même de manager les conséquences de ce oui. qu'il fait. Il peut pas s'en sortir au début de l'histoire de l'humanité sans coopérer et se faire aider de gauche et de droite. Mhm. Et il peut pas s'en sortir sans innover et essayer de créer des choses qui vont lui permettre de s'en sortir parce que face à lui, il a une nature hyper hostile Ouais, et dans cette nature hyper hostile, il est l'animal le plus faible. Il ouais, n'a pas d'arme d'attaque, il n'a pas d'arme de défense, il n'a pas de cornes, il n'a pas de sabots, il n'a pas de peau épaisse, il n'a pas de cuir, ouais, il n'a pas de fourrure, il n'a rien, il n'a pas de poison, il n'a pas d'antipoison, il n'a rien, il ouais. n'a aucune chance de s'en sortir, sauf s'il travaille avec les autres et s'il essaie de comprendre et de fonctionner en harmonie avec ce qui se passe dans son environnement. Mm. Et puis, bon, les choses ont beaucoup évolué, beaucoup changé. L'être humain est devenu très dominant, tellement dominant qu'il était persuadé que la seule solution, c'était la verticalité, avec un chef, des gens qui obéissent bien. Et Ouais. on est entré dans les 30 Glorieuses avec cette idée-là que c'est ce gros lot compresseur qui va permettre de réussir. Sauf que, sauf que l'environnement, il a à nouveau changé et tous les changements qu'on a évoqués tout à l'heure dans les technologies de l'information, dans la géopolitique, etc., fait que le monde est à nouveau extrêmement turbulent et l'être humain et les organisations humaines sont face à un environnement hyper complexe, hyper changeant, hyper dangereux et la moindre entreprise, même la Mm. plus grosse, est à la merci d'un problème médical, d'une bactérie qui se fiche dans son offre alimentaire et qui va tuer des gens, et le grand groupe mondial Mhm. peut s'écrouler. Ouais. Dans le pharmaceutique, pareil, et dans tous les secteurs. Regardez ce qui se passe dans l'automobile avec ces airbags qui menacent d'exploser et de tuer les personnes au Ouais. volant. On fait des rappels d'automobile, ça coûte des fortunes. Il se passe tout un tas de phénomènes de ce type-là, et on se retrouve dans le même scénario que le début de l'humanité. L'être humain, il est face à un environnement qu'il a créé largement, extrêmement complexe, ambigu, en transformation permanente et sur lequel il n'a aucune maîtrise véritable. Et donc la seule solution, c'est de revenir aux fondamentaux. Et les Ouais. fondamentaux, c'est des comportements d'alliance, de partage, des ambitions raisonnables. La survie n'est pas de gagner, de dominer à tout prix. Voilà, et de revenir plutôt sur le sens. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont, je pense, qui provoquent ces changements comportementaux. Alors après, c'est toujours pareil, tout le monde ne change pas à la même vitesse. Encore une fois, les plus fragiles, les plus dépendants, les plus ont bougé vite, ont vite compris. Ceux qui ont gagné dans le monde d'hier, qui sont des patrons de grosses entités énormes et qui sont à la tête de tout ça, ils ont un peu plus de mal. Vous savez que la remise en cause est plus facile dans la défaite que dans la Ouais. victoire. Ouais. Voilà, je pense que Ouais. ceux-là, ils mettent un peu plus de temps à réagir. Ouais. Dans vos livres, vous présentez 3 concepts que je vais rappeler ici pour nos auditeurs: anticipation, pro-opération et juste innovation. Mais je vous interromps 2 secondes. Oui, Oui, dans ma première version, j'avais écrit ça, oui, parce que je suis un enseignant-chercheur au départ, donc on ouais, aime bien créer son vocabulaire. C'est une ouais, façon de faire pipi aux 4 coins de son territoire. Vous savez, ouais, il y a pas de brevet sur tout ça. Donc j'ai tenté des néologismes. Bon, il y en ouais, a qu'un qui m'a vraiment, que j'aime beaucoup, qui était la pro-opération, parce qu'il y a une étymologie derrière, etc. Ça n'a pas marché. ouais. Je ne retiens que anticipation, coopération et innovation aujourd'hui, parce D'accord. que le néologisme en entreprise, ça passe pas.
ça passe pas, ça colle pas. Un peu comme Olivier Fichet qui nous disait que les méthodes Lean ou Six Sigma avaient de la difficulté encore à s'implanter parce que justement le vocabulaire était japonais. Alors que, bon. Et on aura peut-être une autre discussion sur la révolution Deming par rapport à tout. Ah bon. Dans notre podcast, on aime beaucoup parler d'innovation, que ce soit d'innovation de modèle d'affaires, d'innovation technique, d'innovation. Alors, on entend parler d'innovation relationnelle dans certains cas. Il y a même quelqu'un qui nous a fait un podcast sur l'innovation relationnelle. Est-ce que, M. Barran, selon vous, nos entreprises, nos organisations innovent-elles de mieux en mieux? Et si oui, pourquoi? Ou quels sont les facteurs clés de ces succès-là éventuels, si vous les avez constatés? Je pense que quantitativement, on innove toujours plus. Je pense que qualitativement, on n'innove pas mieux. Ouais. Autrement dit, et je vais revenir sur la question que vous me posiez avant, et je vous ai interrompu en disant attention, le nouveau vocabulaire, les néologismes, ça marche pas. Ce qui me semble important aujourd'hui, c'est pas d'innover pour innover. Or, beaucoup d'entreprises sont dans cette logique-là. Il faut innover, il faut que nos produits se changent, il faut qu'on innove dans nos modes de fonctionnement, dans nos organisations. Les entreprises changent d'organisation, les grandes, hein. En moyenne, je sais plus si j'avais lu un article, tous les 6 mois ou tous les 10 mois, enfin c'est hallucinant. On bouge pour bouger. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Et je pense que ça n'est pas pertinent dans le monde turbulent dans lequel on vit aujourd'hui. C'est pour ça que l'innovation qui m'intéresse, moi, que j'avais appelée donc innovation, ouais. C'est ce que j'appelle une innovation pertinente. C'est-à-dire de bouger juste ce qu'il faut au bon moment. Okay, et le mouvement peut être un mouvement en avant, c'est-à-dire vers la nouveauté, mais ça peut être aussi un mouvement en arrière et remettre en place quelque chose qui fonctionnait hier, parce qu'il se trouve qu'on rencontre à nouveau un contexte, un environnement qui correspond à cette solution qu'on avait mis en place hier et qui va être à nouveau super pertinente. Et ça, c'est très économique. Ouais. Il y avait quelqu'un qui, je me souviens d'un professeur, je pense que c'était Dartmouth, qui avait dit l'innovation par les bas coûts. Monsieur Midler aussi avait parlé de ça, la capacité de Dacia, de Renault et de Dacia en particulier, à innover par le bas coût, avec le succès qu'on connaît chez Dacia. Bon, ça c'est une question pour Monsieur Midler. Vous l'avez dit un peu, on est encore un peu hiérarchisé dans les organisations. On voit que c'est quelque chose qui reste, qu'on le veuille ou non, qui permet de se placer dans un schéma, et que les changements en organisation se font encore souvent par le haut. Dans mon activité de formateur ou de professeur, quand je demande à des participants ou à des étudiants de nous décrire des situations de changement dans leur organisation, ça vient souvent du haut, plutôt que donc, il y a ce filtre, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, ça passe par le haut, et ensuite, ça arrive à l'ensemble de l'organisation. Est-ce que les dirigeants avec qui vous avez travaillé ou que vous avez rencontrés sont-ils prêts à faire leur mue vers davantage d'agilité? Donc, à passer d'un dirigeant hiérarchique à un dirigeant serviteur qui fixe des objectifs, qui fixe un cap, mais qui laisse les collaborateurs trouver les solutions et s'adapter. J'en rêve, on en parle beaucoup, il y a énormément d'écrits sur le sujet. Hein. Voilà, comme d'une espèce de nirvana. Ouais. Voilà, mais je pense qu'on va vers ça. Je crois qu'on va vers beaucoup plus de responsabilisation de chacun à chaque niveau. Et ça signifie plusieurs choses. Ça signifie que pour chaque individu dans l'entreprise, il faut définir son périmètre d'autonomie. C'est-à-dire la zone à l'intérieur de laquelle il peut faire toutes les innovations qu'il veut. Alors, un ouvrier, ça peut être d'aménager son atelier à sa manière, et puis quand il passe le relais à un autre, l'autre va pouvoir aménager l'atelier d'une autre manière. Ça peut être d'adapter son rythme. Il peut y avoir plein de choses à chaque niveau, et puis plus on monte dans la hiérarchie, évidemment, plus son périmètre d'autonomie est large. Et donc, plus on a de possibilités. Mais l'important, c'est de responsabiliser. Et c'est pour ça que mes 3 leviers, ils sont essentiels. Les 3 sur lesquels je vous ai interrompu. Vous êtes revenu sur l'innovation, évidemment. Ça veut dire que chaque individu, il faut qu'il ouvre sa
sa capacité à changer les choses. Il ne faut pas qu'il s'entête à toujours faire la même chose de la même Ouais. manière. C'est pas parce que ça a bien marché hier, que ça a bien marché pendant 1 an, 10 ans, 20 ans, que ça Ouais. va continuer à être efficace. Donc, il faut qu'il ouvre ses chakras, qu'il ait une capacité à changer les choses et c'est un premier pilier. Le deuxième, c'est évidemment ce qui va permettre de faire cette innovation plus pertinente, c'est la coopération. C'est cette capacité à travailler avec les autres et à se dire je ne travaille pas pour moi, je travaille pour un sens qui m'est supérieur et je travaille pour des acteurs autour de moi, qui Ouais. peuvent être mon collègue de bureau, comme ça peut Ouais. être le client final. Oui. Il faut avoir cette vision de tous les acteurs. Et Ouais. puis, la dernière dimension qui me tient le plus à cœur, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que la responsabilité, ça repose sur la conscience que l'on a que les actes que l'on commet et les décisions que l'on prend vont avoir un impact autour de nous. Ouais. Cette ouverture-là, mais moi je l'ai mise en place dans un certain nombre d'entreprises, mais c'est incroyable comme ça permet l'autonomisation et comme ça va faciliter au manager qui est tout en haut de responsabiliser, de laisser du champ libre et d'être au service des autres et plus de leur commander, de dire voilà ce qu'il faut changer. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de connaissances et beaucoup de savoir chez l'ensemble des collaborateurs, et ce savoir et ces connaissances-là se développent avec l'expérience et avec le temps passé dans l'organisation. Il faut aller puiser là-dedans aussi. Alors, il y a des managers qui le font naturellement, sont tous ceux qui sont devenus managers par l'évolution professionnelle. Ouais. Parce qu'eux, ils se souviennent qu'ils viennent d'en bas. Ceux qui ont été formés dans les plus hautes études, par les plus hautes études et qui rentrent directement en haut dans les entreprises, peuvent avoir certaines difficultés. C'est pour ça que dans plein d'entreprises, ils ont créé des vies ma vie, qu'ils ont obligé les futurs managers à passer quelques semaines ou quelques mois en bas. Decathlon a fait beaucoup ça. Ce qui n'est pas toujours facile à accepter pour l'étudiant qui a un diplôme élevé de démarrer en bas. Mais oui, c'est indispensable. Oui. Chez Michel et Augustin, je me souviens à l'époque sur France Info, ça s'appelait Ça nous marque, avec Olivier Delagarde. Et il avait interviewé un des fondateurs de Michel et Augustin. Il disait que chaque employé doit faire son BEP pâtisserie. C'est une condition obligatoire pour faire carrière chez Michel et Augustin. Ça m'avait beaucoup marqué. Et parce que c'est ça notre métier. C'est ce qu'on fait. Alors, je vais aller un tout petit peu plus loin. C'est pas mal, hein, ou faire vivre quelques semaines ou quelques mois en bas, etc. Par contre, ce qui est le plus important, c'est pas de le faire qu'une fois. C'est tous les 5 ans, peut-être un petit retour. Ce serait pas mal. Oui. J'ai beaucoup aimé, parce que j'ai lu, bien entendu, j'ai lu tous vos livres, peut-être pas la dernière édition, je garde la dernière question. Elle arrive. Oui. J'ai beaucoup aimé votre notion de reconfigurabilité des ressources. Mais effectivement, à chaque fois que j'en parle avec des clients, on me regarde avec des gros yeux ou avec incrédulité. Mais c'est pourtant, alors pour moi, autant que pour vous, c'est une voie d'avenir. Est-ce que vous avez vu des gens qui arrivent à le faire, des entreprises, des personnes, ou est-ce qu'on y arrive plus sur la façon individuelle, autrement dit, changer de vie ou changer de métier, mais au niveau collectif, est-ce qu'on arrive à est-ce qu'il y a des entreprises qui arrivent à le faire? Très mal. C'est extrêmement difficile et la raison, j'ai essayé d'analyser pourquoi les entreprises n'y arrivaient pas. Je pense que c'est parce que les 30 glorieuses qui ont été le paroxysme de la société industrielle et des organisations verticales a énormément de mal à chasser la culture de la procédure pour rentrer dans la culture du process. C'est compliqué, hein. Alors je rappelle qu'en fait les deux sont la même chose, hein. C'est un mode de fonctionnement qui est décrit à l'avance, mais la procédure c'est un mode de fonctionnement qui est pensé en haut et qui est imposé en bas, et ça ne peut changer que après plein de pannes, plein de problèmes, plein de difficultés, et à condition que celui d'en haut finisse par accepter que il faut changer, c'est très lourd et très difficile. Alors que le processus, c'est quelque chose qui a été configuré, je vais prendre le verbe exprès, configuré par les acteurs concernés, qui se sont mis d'accord sur un mode de fonctionnement. Et puis, ils se sont mis d'accord parce qu'ils y trouvent un minimum de satisfaction chacun. Et puis, si ça ne marche pas, généralement, on s'en rend vite compte parce qu'il y a un des acteurs qui, tout d'un coup, se met dans le rouge. Il est en difficulté. Alors, il lève la main et dit, les gars, notre processus, il marche plus là. Il va falloir faire autrement.
Et on accepte à ce moment-là de reconfigurer, de changer l'ordre des tâches, de changer un bout de l'outillage, que sais-je. Et ça, cette culture-là de reconfigurabilité, elle est extrêmement difficile à mettre en œuvre parce que la culture, elle est encore très fortement de la verticalité. Quand je m'amuse dans des conférences à démarrer par une caricature de l'entreprise verticale, et je vois quelques sourires dans la salle qui apparaissent et je dis, mais Oui. évidemment, tout ça, ça n'existe plus. Les entreprises ne sont plus comme ça. Et je décris vraiment l'entreprise la pire des pires. Oui. Et là, il y a des éclats de rire, et puis il y a une majorité de gens qui disent, bah si, il y a une espèce de brouhaha qui s'installe dans la salle. Bah oui, chez moi c'est encore beaucoup comme ça, chez moi c'est encore beaucoup comme ça. Et parce que ce que je disais tout à l'heure, alors que l'être humain il est profondément agile de naissance et par l'expérience qu'il a vécue au début de l'humanité, on a petit à petit perdu nos capacités d'adaptation. Parce que l'optimisation s'est faite par la verticalité et la mise en place de procédures et de règles. Et regardez la formation, comment elle est sclérosée par toutes les certifications qu'il faut avoir pour pouvoir monter une formation. Et dans tous les domaines, et aujourd'hui en France ça éclate, et en Europe ça éclate, et Trump est en train de demander à Musk de faire tomber toutes ces... Oui, alors Dieu sait que je les aime pas ces deux-là, mais je pense que libérer un petit peu l'action et essayer de mettre en place une culture qui n'est plus celle de la règle, même s'il en faut, hein, parce qu'il n'y a pas d'innovation sans cadre, hein, il n'y a pas de mouvement sans règle. Enfin, mais il faut peut-être en garder moins et puis développer une culture différente. Et aujourd'hui, les gens, ils attendent la règle, ils attendent l'autorisation d'eux. C'est ça qu'il faut réussir à casser. Et c'est très difficile. Et je vais en profiter pendant que je vous ai pour cette verticalité, donc ceux qui pensent et ceux qui exécutent, et cette ségrégation entre les deux qui s'est imposée dans différents secteurs à différents rythmes, mais pour produire à grande échelle certaines choses. On appelle ça le taylorisme, le fordisme, le fayolisme, la révolution industrielle, enfin peu importe le nom qu'on lui donne. Moi j'appelle ça le taylorisme. Oui, le taylorisme. Donc, le taylorisme. Ouais. Enfin, je trouverai la façon de le dire. Il s'inscrivait en une forme de révolution par rapport à ce qu'il y avait avant. Autrement dit, une forme d'artisanat, de compagnonnage, de métier. Et enfin, visiblement, pour construire une cathédrale ou tous ces châteaux médiévaux, il y avait, comme vous dites, cette forme de collaboration et de coopération, même si il y a peu de traces écrites qui nous restent. Et ils étaient portés par le sens. Ouais. Ils étaient portés par le sens. C'était significatif pour eux de contribuer, de faire ça. Hein? Et parce que je vois bien cette révolution taylorienne, entre guillemets, ou taylorienne. Comment se fait-il que cette révolution agile, qui, elle, cherche à changer ou à transformer ce taylorisme-là, a-t-elle tant de difficultés à émerger d'une manière plus significative ou plus généralisée et plus acceptée dans la hiérarchie, justement dans la hiérarchie ou auprès de ceux qui ont le pouvoir? Est-ce que parce que ça implique un gros changement de rôle et responsabilité de la part des dirigeants, ou est-ce que humainement on n'est pas prêt à ce retour à ça? C'est là où moi j'arrive pas à me l'expliquer. Dans ce taylorisme, le principe, hein, pourquoi ça a été mis en place? Parce qu'il fallait produire des volumes, parce qu'on a compris qu'en produisant des volumes, on pouvait produire moins cher, et du coup, on pouvait permettre à tout le monde d'acheter des produits moins chers. Bon, ça part c'est noble comme idée. Ce qu'il y a, c'est que pour y arriver, je ne vais pas vous refaire Charlie Chaplin dans les temps modernes, il faut obéir à des règles, chaque niveau a son supérieur, et finalement, un bon employé, c'est un bon obéissant. Oui. OK ? Et donc, on a fait en sorte que dans les entreprises, on puisse recruter des gens comme ça. Pour ça, il fallait les préparer. Alors, on a mis en place un système éducatif dans lequel un bon élève, c'est un bon obéissant. Oui. OK ? Voilà. Pas de place pour les autres. Et donc, après des générations et des générations de gens formés à ça,
je pense à la France, mais j'ai constaté ça dans Ah, plein c'est de un peu pays, partout. finalement, c'est un peu partout pareil, Ouais, et ben, les gens, ils ont du mal à en sortir, quoi. ouais, Donc c'est une transformation qui s'est faite sur 2 siècles, ouais, et ouais, même plus si on repart de Charlemagne, hein, et la ouais, création de l'école, mais et ben, ça va pas se transformer en 5 ans. ouais. Et regardez, aujourd'hui, moi j'aime beaucoup, on met beaucoup Xavier Niel en avant, parce que c'est justement, c'est pas il est pas classique. Il Ouais, vient pas des plus grandes écoles, non. il est particulier cet C'est homme-là, learning by doing, ouais. et voilà, et il y en a pas des tonnes des comme ça, Non, il y hein. en a pas Vous beaucoup. regardez les autres grands patrons des grands groupes, ils ont tous fait les plus grandes études, hein. Oui, oui, oui. Et ben, ce sont des bons obéissants, hein. Encore une fois, ils sont pas arrivés là par hasard. Ils sont pas arrivés là parce qu'ils étaient déviants. Ils Ouais, sont arrivés là parce que c'était des bons obéissants, ils croient à ce système-là, ils entretiennent ce système-là, et puis tout le système éducatif partout dans le monde, il est basé là-dessus. ouais, Regardez au Japon. Au Japon, si vous n'êtes pas le meilleur élève, mais les gamins ouais, se suicident, ouais, c'est ouais. waouh! Et puis au Japon, alors voilà un pays où l'obéissance est reine, hein, c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu Ouais, la chance d'y aller. ouais. Waouh, pour moi, c'est trop, hein. J'admire, C'est mais très je suis pas particulier, ouais. capable. Ouais, Moi, il suffit que je vois un passage clouté pour traverser et pour que je fasse 30 mètres et que j'aille 30 mètres plus loin, parce que cette contrainte du passage clouté, c'est quelque chose qui me oui, dérange. oui, oui. Ma dernière question, Monsieur Barran, un dernier message ou un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent, qu'ils soient dirigeants, collaborateurs, nouveaux managers, agilistes ou simplement curieux, avec toute votre expérience et vos écrits. Ah, ben, écoutez, comment ne pas profiter de l'occasion pour faire la promotion de l'outil que j'ai créé? Moi, je pense que si les gens nous ont bien entendus, et s'ils ont compris que c'est une problématique comportementale et qu'il faut ouvrir ses chakras, travailler avec les autres, être prêt à bouger, autrement dit, et comprendre l'impact de ce que l'on fait, je crois qu'il faut qu'ils comprennent, les gens, que l'anticipation, la coopération, l'innovation sont les 3 clés de voûte. Par contre, est-ce que les gens ont conscience qu'ils possèdent ces 3 qualités, plus ou moins, Ouais, plutôt orientés, ce qu'on trouverait dans une entreprise régulée ou ce qu'on trouverait dans de l'adaptatif, autrement dit qualitativement, se ouais, poser la question: qu'est-ce que je possède dans ces 3 qualités? Et quantitativement, est-ce que je les active souvent, pas souvent? Est-ce que je les active sous pression ou pas sous pression? Ben, je pense que les gens, c'est la bonne question qu'ils devraient se poser, et du coup, ils devraient essayer de passer ce entre guillemets test de personnalité et se rendre compte du travail qu'ils ont à faire pour rentrer en agilité, ou se rendre compte qu'ils ont des belles qualités d'agiliste et qu'ils devraient les exploiter davantage. les exploiter Et moi, je davantage. pense que c'est la prise de conscience de ces Ouais, comportements qui peut être une vraie clé d'entrée. Et j'ai constaté, pour le coup, moi, j'ai fait des interventions en entreprise avec cet outil et des interventions sans cet outil. ouais, Toutes les interventions d'accompagnement de transformation ou de formation que j'ai faites sans cet outil n'ont accouché que d'une souris, voire de rien du tout. mhm, Toutes celles que j'ai faites avec cet outil, où les gens voyaient leur profil et prenaient réellement, ouais, pleinement ouais, conscience, en pleine poire, de ouais. leur mode de fonctionnement, de leur facilité, de leurs difficultés, elles ont permis au moins de faire quelques pas en avant, voire d'aller parfois très loin. Fantastique. Monsieur Barran, je vais lire la prochaine édition. Oui, pardon. Oui, cet outil s'appelle Agile Profile ou Oui, Agile Profile, oui. et tout le monde, avec le nom, va pouvoir trouver où est-ce qu'on peut se procurer et passer cet outil-là. Oui, moi, je l'ai vu, on me l'a présenté à plusieurs reprises à Agile Montréal ou à la communauté Agile à Montréal. Quand j'y passe, j'essaie toujours de me déplacer. Et puis, bien entendu, vous vous souvenez pas de moi, mais je suis venu à votre live, votre Facebook Live à Montréal aussi il y a quelques années. Enfin, Ouh, il y a quelques années, hein. il y a quelques années. Ouais, c'était pré-Covid dans un autre monde. J'ai failli revenir l'an dernier ou il y a 2 ans ou 3, je sais plus, et puis Ouais. ça s'est pas fait finalement, Bah, mais je reviendrai avec plaisir parce que j'adore le Québec. depuis la COVID, les présentiels, distanciels, tout ça, ça a un peu changé. Mais oui, il faut qu'on... Puis moi, je passe moins de temps à Montréal. Monsieur Barran, c'est un grand plaisir. Je vous remercie sincèrement et du Merci à vous. profond de mon cœur d'avoir pris un peu de votre temps pour venir partager votre expérience, vos connaissances et votre vision de ces questions-là d'agilité et de ce qui transforme notre monde et nos organisations.
Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie de m'offrir cette vitrine et permettre de passer mes convictions parce que je pense que vraiment l'agilité comportementale est un moyen de réconcilier performance et bien-être et je trouve que il y a beaucoup de gens qui en ont besoin, en particulier tout On, en haut et on est surtout en d'accord. ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Anticipation, coopération et innovation, voici le nouveau triangle d'or des managers agiles. Enfin sortir de ce fameux triangle coût, qualité, délai. Et comprendre que nous portons tous en nous ces capacités car elles viennent de notre évolution, au-delà de notre cerveau parfois reptilien ou adepte du moindre effort. Et je dois vous dire que jamais je n'aurais cru que ma précieuse éducation aurait pu me desservir en matière d'innovation et de capacité d'adaptation. Pas étonnant que la faillite de Nortel m'ait été si difficile à digérer et à comprendre. Je me propose d'aller réécouter le podcast avec Laurence Bally sur l'ordre établi. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes au www.inteliaconsulting.com/épisode 206. D'ici peu, les notes détaillées et les références complémentaires seront offertes sur la communauté Innovation, Agilité et Excellence Pro, un espace unique où se retrouvent experts, praticiens et passionnés des sujets traités sur ce podcast afin de continuer à apprendre, à échanger et à collaborer pour développer la capacité d'action stratégique. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine.